My favorite scary movie would probably be Rosemary's Baby. Children, kiss your mother goodnight. Children, kiss your mother goodnight. Your mother is leaving on the midnight flight. Your mother is leaving on the midnight flight. Children. Et j'ai aussi la chance, dans un sens, d'avoir vécu les moments dramatiques et tragiques, parce que pour mon métier, il est indispensable de connaître au moins certains moments d'histoire. Tell her you got something in your eye. Tell her you will see a lot of blood you got something in your all over the place, cradles, baby clothes, and that's all. I'm sorry for being so long, but I had to tell you whatever was on my mind. Après avoir visionné la série de documentaires Cursed Films portant sur le sujet des films dits maudits, j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Cela étant dit, les films maudits comme Poltergeist ont été déjà beaucoup abordés, ne serait-ce même que dans le milieu francophone, mais le film dont on va parler aujourd'hui, sur le YouTube français, beaucoup moins. Peut-être parce que il est un peu sulfureux et réalisé par une personne un peu particulière. J'ai donc décidé, après sollicitation, de vous faire un condensé de cette affaire étonnante et des choses que j'ai appris autour en regardant des documentaires. Je vais vous parler de la soi-disant malédiction qui tourne autour d'un chef-d'œuvre et incontournable du genre, Rosemary's Baby, de 1968. Rosemary's Baby devait être réalisé par William Castle, un homme connu dans le milieu de l'horreur pour ses innovations et ses gimmicks. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait tenté à plusieurs reprises, lors de ses films des années 50 et 60, ce qu'on peut appeler des expériences, comme par exemple un squelette qui vole au-dessus de l'audience, ou des lunettes pour voir les fantômes. C'était un mec qui voulait repousser les limites entre la réalité et la fiction. Et on peut pas dire qu'avec Rosemary's Baby, il se soit raté, et pourtant il n'y avait pas de gimmick sur le film. Étant originellement un roman, dira Levin, Castle compte bien le réaliser, mais on lui apprend qu'il va seulement le produire. Roman Polanski, un jeune réalisateur en vogue et extrêmement prometteur, va se charger de la mise en scène, et bien que ça gêne Castle au départ, qui se sent jeté du projet, c'est en le rencontrant et travaillant avec lui que Castle s'aperçoit du génie de Polanski. Pas besoin de présenter le métrage en question, la plupart des fans d'horreur l'ont déjà vu plus d'une fois, et si c'est pas le cas, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? Donc, Rosemary's Baby raconte l'histoire de Rosemary Woodhouse qui s'installe dans un immeuble new-yorkais avec son mari. Une nuit, elle fait un cauchemar terrible. Elle est violée par le diable. Connaissant les problèmes judiciaires de Polanski, il s'agit peut-être là du premier parallèle avec la réalité que nous pourrons faire. Le premier d'une très longue liste. Rosemary est enceinte, mais les doutes subsistent sur son bébé. Est-ce vraiment l'enfant de son mari, ou au contraire celui de l'antéchrist, du diable en personne? Et peut-elle vraiment faire confiance à ses voisins? L'idée de la malédiction autour de Rosemary's Baby vient aussi de ce point de l'intrigue, le fait qu'elle ait un voisinage assez inquiétant. Le doute et la sensation de paranoïa intense que ressent le personnage de Mia Farrow est à l'image de la même sensation que Roman Polanski ressentira un peu plus tard, en 1969, à la mort de sa femme. Pour revenir sur le parcours de Polanski, Roman a eu une enfance assez compliquée, il faut le dire et bien l'avouer.
Il survit tant bien que mal au ghetto de Cracovie. Sa mère Bella, enceinte, et sa grand-mère sont déportées au camp d'Auschwitz, où elles seront purement et simplement exterminées. Son père, quant à lui, survit 2 ans dans des conditions de travail épouvantables et potentiellement mortelles d'un camp de concentration, avant d'être finalement libéré et de retrouver son fils à la fin de la guerre. Roman Polanski se marie à l'actrice Sharon Tate le 20 janvier 1968 et décrira les années passées avec elle comme les seuls moments de bonheur qu'il eut connus dans sa vie. Rosemary's Baby n'était pas son premier film d'horreur. Polanski avait déjà tourné aux côtés de Sharon Tate la comédie horrifique Le bal des vampires en 1967. Finalement, après le succès de Rosemary's Baby, tout bascule pour Polanski alors qu'il est absent de la maison dans la nuit du 8 au 9 août 1969, quand 4 membres de la secte de Charles Manson assassinent sa femme Sharon Tate et son futur bébé à naître, ainsi que les autres personnes présentes cette soirée-là. La mort de Sharon Tate constituera le début des ennuis pour Polanski aux États-Unis, à savoir notamment avec la presse et les paparazzis et la justice. J'ai eu beaucoup de difficultés jusqu'à ce film Rosemary's Baby, et c'est à ce moment-là où juste avant ça, en tournant Le bal des vampires, que j'ai connu Sharon Tate. Nous nous sommes mariés, elle était enceinte, le film avait un énorme succès, donc tout allait bien. Et c'est à ce moment que cette énorme tragédie est arrivée. Et à côté de Sharon, il y avait aussi mes amis les plus proches qui étaient assassinés. Aussi, oui. Et donc j'ai subi évidemment un choc immesurable. À la manière du personnage de son film, Polanski s'enfermera dans une peur et paranoïa terrible, soupçonnant tout le monde, y compris ses amis les plus proches et les personnes avec qui il a travaillé, comme William Castle, à qui Polanski fera écrire le mot pig encore et encore, pour voir si l'écriture correspond au message sanglant laissé chez lui durant le massacre de Cielo Drive. Tout le monde est suspect! Cette histoire est probablement l'élément déclencheur de ces histoires de malédiction. Polanski avait réalisé un film sur le diable, et une secte folle était un signe qu'il devait payer. De plus, les probabilités de malchance sont assez folles quand on y pense. On cite souvent 2 personnes quand on pense au diable. Adolf Hitler et Charles Manson. À travers sa vie, Polanski a été victime des 2. Mais les éléments étranges sont bien loin de s'arrêter ici. Ce n'est que la surface. Déjà, les scènes extérieures ont été filmées au Dakota Building à New York. Retenez bien ça, ce sera important. Mais toutes les scènes d'intérieur ont été filmées à Paramount Studios. Paramount Studios est un studio de cinéma qui a ni plus ni moins profané un lieu sacré. C'est un ancien cimetière. Le Hollywood Memorial Park était 2 fois plus grand avant. Ils ont coupé le cimetière en 2 et construit un studio de cinéma par-dessus, avec les restes probablement toujours en dessous. Ce qui fait de Paramount un studio de cinéma qui serait hanté. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas la malédiction d'une autre saga par hasard? Son of a bitch, you moved the cemetery, but you left the bodies, didn't you? You son of a bitch, you left the bodies and you only moved the headstones! You only moved the headstones! Why? Why? J'ai dit plutôt que le film faisait des parallèles avec la vraie vie. Voici une info croustillante. Komeda, le compositeur, est tombé dans un coma. Il est mort 3 mois plus tard. Dans le film, l'un des personnages tombait aussi dans un coma. Et je vous laisse deviner, il mourrait 3 mois plus tard. Pour en revenir à William Castle, il a eu une opération chirurgicale très importante juste après la sortie du film, et il a cru voir dans le reflet des ustensiles le visage du diable. La fille de William Castle a également fait un cauchemar dans lequel elle se voyait en Rosemary, juste avant de donner naissance à un enfant. Il se trouve que l'un de ces 2 enfants est mort d'un cancer, et plusieurs personnes de la famille ont disparu assez jeunes ou ont eu des problèmes. Concernant les liens avec le satanisme, on peut apercevoir dans le film plusieurs, disons, connexions. Le livre de Sammy Davis Jr., membre avéré de l'église de Satan, apparaît plusieurs fois à l'image. Pour ce qui est d'Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, il aurait été consultant sur le film. Mais on pourrait tout de même aisément séparer Rosemary's Baby du massacre de Cielo Drive en parlant de coïncidence.
Mais là où ça va devenir vraiment étrange, c'est un lien extrêmement conséquent qui existe entre les deux événements. Les Beatles. Charles Manson était fan, que dis-je, obsédé par les Fab Four. Il se rêvait lui-même chanteur. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Ah, those feelings real. Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion. Et les Beatles avaient toujours eu des rumeurs de penchants un peu particuliers, notamment pour l'occultisme et le satanisme. Le gourou sataniste Aleister Crowley, souvent associé au 666, figurait sur la couverture de Sgt. Pepper's Lonely Hearts, mais encore plus fort que ça, on peut faire un lien avec l'histoire que je racontais précédemment, car John Lennon aurait également voulu inclure parmi les figures Adolf Hitler en personne sur la pochette. La pochette en question représentait les influences et les héros du groupe. Vous comprenez, je pense, que ça la foutait un peu mal. Charles Manson, quant à lui, était persuadé d'entendre des messages cachés dans l'album blanc des Beatles. C'est cet album précis qui leur est rendu. Des messages sur une guerre raciale approchant, qu'il a surnommé Helter Skelter. C'est là que ça devient très intéressant. L'album blanc des Beatles a été en grande partie écrit en Inde, et Mia Farrow, l'actrice de Rosemary's Baby, y était présente, avec sa sœur. En fait, un bon nombre de chansons des Beatles font référence aux sœurs Farrow, notamment Dear Prudence, en rapport avec Prudence Farrow, la sœur de Mia. Quand Mia Farrow a joué dans Rosemary's Baby, on peut apercevoir rétrospectivement, quand on y réfléchit bien, une voiture à la suivre. Alors peut-être que c'est notre cerveau qui cherche rétrospectivement à trouver des références en lien avec l'affaire qui s'est déroulée plus tard, mais tout de même c'est assez étrange, parce que ce n'est pas n'importe quelle voiture, c'est une White Beetle, rappelant inévitablement les Beatles et leur album blanc. Mais il y a encore plus macabre et surprenant. Dans le film, une femme se suicide en se jetant par la fenêtre. La femme atterrit au pied de l'immeuble. Des décennies plus tard, John Lennon est le premier des Beatles à mourir. Il rentre chez lui et se fait descendre le 8 décembre 1980, devant le Dakota Building. Et oui, à l'exact emplacement où le personnage décédé dans Rosemary's Baby. Alors si à première vue, Rosemary's Baby, la tuerie de Cielo Drive et l'assassinat de John Lennon est enfin définitivement à tout espoir de revoir les Beatles un jour ne semblent pas liés, ils sont bel et bien reliés par tout un tas de connexions à travers le temps, qui si ils ne sont pas le fruit d'une malédiction, sont au minimum de bien drôles coïncidences qui ont définitivement influencé l'histoire dans un certain sens. Je veux dire, pensez-y. Le meurtrier de John Lennon, Mark David Chapman, a hésité à tuer John, mais il a vu Mia Farrow ce jour-là. Il a repensé au film et a pris cela pour un signe avant de finalement le tuer. Toutes les planètes étaient alignées pour que le drame arrive. Plus dingue encore, la femme qui jouait la suicidée du film de Polanski, Victoria Vetri, a fini en prison. Elle a tenté d'abattre quelqu'un à son tour, son ex-mari précisément. Et le pistolet qui a servi à la tentative de meurtre était une arme dont elle avait fait l'acquisition suite au meurtre de Sharon Tate, et parce qu'elle craignait la famille Manson. Sans cette paranoïa et toute cette histoire de malédiction, elle ne se serait jamais retrouvée avec l'arme en question, et le drame ne serait peut-être jamais arrivé. Il y a définitivement un lien de cause à effet qui a traversé le temps avec ce film. Il y a beaucoup d'histoires étranges et de circonstances qui paraissent juste folles, à l'échelle du cosmos. Mais si vous voulez une anecdote finale, en voici une, vraiment sinistre. Mia Farrow avait acheté à William Castle une cave à cigares à la fin du tournage. Le magnifique objet portait sur lui le signe et le visage du diable, représenté dessus en or, avec des rubis pour les yeux. L'objet a fini dans un box enfermé au loin. La fille de William Castle ne veut ni y toucher, ni le prendre, ni s'en débarrasser. Elle ne veut rien avoir à faire avec, et surtout pas l'ouvrir pour voir ce qu'il contient. Pas avec le diable dessus. Elle a appris à ses dépens, comme beaucoup sur le tournage, de rigoler avec ce sujet,
n'était peut-être pas une bonne idée. Bien qu'elle ne soit pas spécialement croyante ou superstitieuse, dans le doute, pourquoi prendre le risque de l'ouvrir? Qui sait ce que cela pourrait relâcher?